45 minutes, c'est le temps d'une table ronde. Donc j'appelle à la tribune, sauf Franck, oui merci à vous, sauf Franck que vous restez là parce que vous avez plusieurs casquettes apparemment. Monsieur Jean Rappen de Elsite, Monsieur Maxime Gautrin également, et Monsieur Jean Foyer, que je vais présenter incessamment sous peu. Cette cinquième et dernière table ronde de la journée a pour thème la biomasse, les réseaux de chaleur et l'hydrogène vert. Alors Jean, ah oui, très bien. Alors on a toujours, donc on va finir cette journée par cette table ronde. Donc Franck Séguinier, qui est resté avec nous, lui est un représentant de la Cuma Terreau. Monsieur Jean Rappen, vous êtes le directeur, ça a été dit ce matin, mais je le rappelle, vous êtes le directeur général de Elsite, qui est la compagnie Énergie et Territoire. Monsieur Maxime Gautrin, vous êtes l'ancien maire d'Arleuf et ancien membre du bureau et du comité syndical du CIEN. Et Monsieur Jean Foyer, vous êtes le président fondateur de Kairos Énergie. Je donne la parole. Alors j'avais proposé à Monsieur Gautrin de prendre la parole en premier à cette table ronde. L'intitulé de votre intervention est « Acteur et témoin du développement des chaufferies bois dans le Morvan ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 8 minutes, nous expliquer, nous décrire le paysage dans le Morvan? Oui, bonjour à tous. Oui, je vais vous faire un exposé rapide sur la régie de chaleur de la Nièvre, qui fait partie du CIEN, ainsi que sur la commune d'Arleuf. La régie assure l'étude, le financement, la réalisation et la production et la vente de chaleur pour toutes les collectivités qui ont transféré la compétence chaleur. C'est-à-dire, c'est un peu comme si c'était du gaz ou du fuel. Et vous avez des compteurs et puis vous payez suivant ce que vous avez consommé. Alors, en chaleur, c'est-à-dire, ça dépend, qu'il y en a certains qui vont consommer beaucoup plus que d'autres, suivant comme vous voulez allumer. Mais c'est le même principe que le fuel ou le gaz. Tout cela en collaboration en amont avec l'Agence locale de l'énergie et du climat, ainsi que le parc régional du Morvan, qui réalise toutes les analyses d'opportunité. En 2021, la régie de chaleur du CIEN exploitait 21 chaufferies bois pour un investissement de 14 965 000 € hors taxes. Toutes ces installations permettent de produire et de distribuer de la chaleur à ces collectivités avec des sous-stations, des compteurs pour savoir exactement ce qu'il faut payer aux contribuables. Grâce à l'expertise et l'expérience acquise depuis un certain nombre d'années avec les chaufferies rurales et maintenant avec les chaufferies d'ampleur en zone urbaine comme celle de la Charité-sur-Loire, la régie maîtrise parfaitement tous ces problèmes. Ouais, on a monté une grosse chaufferie bois à la Charité, là, qui chauffe. Il y a la mairie, les écoles, la poste, la maison de retraite. Il y a aussi la maison de l'environnement qu'ils ont, tout ça. C'est une grosse partie. Cette régie s'ouvre également à des nouvelles filières telles que le solaire, l'hydraulique, la géothermie et ainsi que les granulés bois. Comme le projet des panneaux photovoltaïques sur les ombrières, sur le parking de Magnicourt qu'on a fait, sur le P5, P7, P9 du circuit. Le montant des travaux signifie un investissement de 558 054 hors taxe pour la partie du CIEN ou de Nièvre Énergie qui était pris à 100%,
qui est un investissement de retour sur 10 ans et 4 mois, dont la totalité de cette structure elle représentait quand même 5 258 000 hors taxes de montant. Ainsi, comme le projet de la centrale micro-hydraulique des Forges de Guérigny, le montant des travaux est sensiblement le même qu'à Magny-Cours et porté de la même façon et toujours avec un même retour d'investissement, sauf que celui-là, il est sur 11 ans qu'il est. Et tout à l'heure, on parlait des microcentrales électriques. Marcel Pécher disait ça. Sur Arleuf, on en a une petite, là, c'est vrai. Et je ne peux pas vous dire le montant, mais je sais que cette mini-centrale qu'on a sur Arleuf, ça alimente toute la commune. Et pourtant, elle n'est pas très grosse, mais je ne peux pas vous dire exactement combien qu'elle débite ni rien. Mais je sais que ça alimente toute notre commune. La régie de chaleur du Sienne a été créée en 2017 et il a construit un hangar de stockage sur la plateforme de Château-Chinon de 3000 tonnes. Depuis 2018, elle produit ses plaquettes de bois elle-même avec toujours les gens de la CUMA qui viennent aussi pour amener leurs plaquettes, avec un stockage de réserve de 1600 mètres cubes constant pour garantir la qualité des combustibles, la sécurité pour l'approvisionnement des 9 chaufferies bois du Haut-Morvan et maintenant pour 2 autres chaufferies mises en route cet hiver, dont qu'on a fait l'inauguration il n'y a pas très longtemps, celle de Mou, celle de Ourou et celle là que j'ai perdu, des Settons de Montsauge. Sauf que celles d'Ourou, c'est eux-mêmes qui produisent leurs plaquettes et qui les font. Et maintenant, donc, ça nous fera 11 chaufferies pour le Sienne. Toutes ces chaufferies bois sont mises en rétrocession avec la gestion et l'exploitation de la régie de chaleur. Comme cela, les collectivités bénéficient d'une TVA de 5,5 au lieu de bénéficier de la TVA de 20%, ce qui peut améliorer encore pour nos contribuables. Pour vous dire, le Sienne est un partenaire incontournable pour toutes les collectivités et ainsi que le parc du Morvan, ainsi que le parc. Pour l'année 2021, il y a 12 projets en phase d'étude qui se présentent au Sienne. Il y a sûrement une demande aussi forte. Je pense que c'est suite aux augmentations de gaz et de pétrole. Pour les chaufferies bois, la matière première se trouve ici, chez nous. C'est plus facile de maîtriser les coûts. Et en plus, ça crée des emplois et non délocalisables. Et en plus, l'argent reste sur notre territoire. Et en plus, c'est bon pour la planète. Je vais vous donner une étude. Que le parc nous a fait en 2018, qu'on avait fait. Comment ? 2 minutes ? Oh là. Alors, en 2018, près de 70 000 tonnes de bois consommées par les chaufferies ont été. L'équipement a représenté 12 millions de litres de fuel consommés. Donc, ce qui veut dire, ça représente 29 000 voitures parcourant 15 000 km par an, en plus. Et ça crée 40 emplois provisoires pour les chaufferies et 30 emplois pour l'exploitation des chaufferies. C'est pour ça que je voulais quand même pour vous dire ce que ça peut rapporter. Alors, pour la chaufferie bois d'Arleuf, et puis aussi pour les énergies renouvelables. En 2005, on avait dit qu'il faut qu'on prévoit de faire des économies de chauffage et d'éclairage. Et c'est à la suite de ça, après une étude qu'on a demandée au Sienne pour les bâtiments et puis pour l'éclairage, et ainsi que pour le parc sur la partie bois, chaufferie bois. Donc dans ce temps-là, c'était M. Gentil qui était là, qui était délégué pour faire. Après avoir obtenu tous ces arrêtés, les travaux,
La commune, en 2009, tous ces travaux ont été réalisés entre 2009 et 2011. Le coût du réseau de chaleur était de 356 432 € hors taxe pour la commune, dont on a eu 75% 80 d'aide, dont 38 163 € pour le Conseil général, 176 337 pour le Conseil régional, le FEDER 190 818 et le CIEN nous avait apporté 76 328 €, dont les 24% 20 restants, dont c'était la part de la commune. Mais là, c'est le CIEN qui fait, et nous, tous les ans, si vous voulez, avec ces chaufferies bois, on rétrocède, on repaye les redevances au CIEN. Avant tous ces travaux, on avait une chaufferie fuel. Donc, on chauffait les écoles et la mairie. Et ça représentait à peu près 10 000 litres de fuel par an. Là, avec tous les travaux qu'on a refaits à la suite, avec l'aménagement des logements qu'on a fait qui étaient, dont on chauffe toujours la mairie, les écoles, plus une école qu'on a construite, plus la poste, l'épicerie et la cure. Donc maintenant, on est repassé, on était à 586 mètres carrés et pour 10 000 €, et maintenant on est repassé à 1200 mètres carrés à peu près au sol. Et donc, toujours pour une somme entre 9 et 10 000 €. Donc vous voyez ce que ça, on a plus que doublé et on a presque diminué, presque par deux, la redevance. Et en plus, pour nos locataires, mettons un F3, ça représente à peu près 700 € de chauffage par an. Alors vous voyez, dans le Morvan, pour se chauffer pour 700 €, je crois que c'était une bonne solution pour tous nos locataires. Ouais. Bon, merci. Ouais. Merci, mais très bien. C'était très complet. On peut applaudir votre intervention. Merci beaucoup, Monsieur Gautrin. Je voulais vous donner des chiffres, ça marque beaucoup plus et puis ça fait voir un peu ce qu'on peut économiser. Exactement. Merci beaucoup. Je passe la parole à Franck, qui est votre voisin de gauche. Franck, alors vous remplacez Anne-Lise Ségaud. On aurait pu avoir une présence féminine un peu cet après-midi, mais c'est vrai que la tribune est très masculine, c'est comme ça. Franck, vous, cette fois, vous représentez donc l'ACUMA. Il a été question, à travers votre intervention, de nous présenter l'ACUMA, de nous présenter également les chaudières agricoles à plaquettes et les petites chaudières collectives de type chaudière communale. Voilà. Et également, j'ai noté un point sur l'importance des haies et les bénéfices que les agriculteurs peuvent retirer d'une haie haute par rapport à une haie basse. Voilà. Libre à vous. Vous avez également 8 minutes. Bon, alors je me représente pas. Donc Monsieur Gautrin en a déjà dit pas mal par rapport aux chaudières, aux petites chaudières communales. Donc là, CUMA Terreau, c'est une coopérative d'utilisation mutuelle agricole. Donc c'est du matériel que les agriculteurs achètent en commun pour leur activité agricole ou le prolongement de cette activité. Donc en fait, on se groupe pour acheter des machines dont plusieurs agriculteurs ont besoin afin de diviser les coûts sur les exploitations de chacun. Souvent, c'est des machines un petit peu plus grosses. Enfin, soit la CUMA Terreau, c'est des machines un peu grosses qui ont besoin des agriculteurs du département, voire des départements limitrophes. Mais les CUMA, en général, peuvent avoir des structures beaucoup plus locales au niveau d'une commune, par exemple. Donc la CUMA Terreau, elle a été créée en 2007 par l'achat d'une composteuse. Donc, une composteuse, c'est donc une grosse machine qui retourne les andins de fumier afin de les faire réchauffer et ça condense un petit peu le fumier et ça grille en même temps toutes les mauvaises herbes, les semences qui peuvent être dans les fumiers. Bon, le sujet n'est pas là. Ensuite, en 2012, la CUMA a investi donc dans la déchiqueteuse suite à une demande importante des agriculteurs qui ont souhaité tester cette formule, soit pour le paillage en valorisant le bocage local, soit pour l'utilisation dans des chaudières type chaudière communale, le CIEN, ou des chaudières à usage
individuels, agricoles ou particuliers qui en auraient éventuellement installé. Donc voilà, l'activité se porte à merveille. C'est la 3e déchiqueteuse que la CUMA a. Aujourd'hui, ça permet de valoriser des essences locales, ou des résidus qui restent dans les forêts, qui ne sont pas exploitables par les forestiers, ou des valorisations de taille de haies sur les exploitations. Donc voilà, aujourd'hui, la profession, enfin l'ensemble des agriculteurs qui sont investis dans ces déchiqueteuses se sont rendus compte que en fait, tous les ans, tailler des haies pour user du fioul, si je peux le dire ainsi, ça rapportait pas d'argent, et que revenir à la méthode un peu des anciens, à laisser pousser les haies et à les tailler tous les 15 ans ou tous les 20 ans pour en obtenir une valeur ajoutée, ça ne pouvait être que mieux. Donc voilà, les agriculteurs se sont lancés là-dedans, chacun... Je suis un peu moins à l'aise que sur le photovoltaïque, je m'en excuserai. Et donc voilà, on est un certain nombre à s'être lancés dans cette démarche. Aujourd'hui, un certain nombre d'agriculteurs répondent aux appels du CIEN pour valoriser dans les chaufferies communales. Pour avoir un ordre d'idée des économies qui peuvent être faites, donc le ratio, j'avais le même que vous. Aujourd'hui, un mètre cube de bois déchiqueté, c'est entre 30, 35, voire 40 euros selon le prix du bois à l'époque où on l'achète. Là, ces derniers temps, il a pas mal... Oui, voilà, non mais c'est un peu indexé maintenant sur les autres énergies. Mais par rapport au prix du fioul aujourd'hui, c'est quand même bien moindre, puisque 1 mètre cube, ça fait l'équivalent de 90, à peu près 90 litres de fioul. Donc 35 euros pour 90 litres de fioul, enfin même si c'est 50 euros pour 90 litres de fioul, ça fait une bonne valorisation, et pour l'agriculteur, pour qui le bois n'a pas coûté grand-chose, si c'est du bois qui a été fait sur son exploitation par la valorisation de ses haies. Donc par valorisation des haies, je ne parle pas d'arrachage, je parle de taille de haies qui après refont des CP et redémarrent pour être exploitées 20 ans plus tard. Et c'est un très bon investissement pour les collectivités ou pour les particuliers qui investissent là-dedans, puisque ça leur fait une énergie moitié moins chère que ce qui peut se trouver sur le marché. Ouais. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres thèmes. De temps pour vous, mais... J'ai pas tous les thèmes qui devaient être abordés. Oui, d'accord, ok. J'ai vu ça avec Anne-Lise, alors c'est pour ça. Non, mais bon, écoutez, il vous restait théoriquement 2 minutes. Est-ce que vous acceptez de les donner à mon voisin de droite ? Pas de souci. Ah, ok, d'accord, ça marche. Merci pour votre écoute. Merci, on peut applaudir l'intervention à nouveau de Franck. Merci à lui. Je passe donc la parole à Jean Rappen, qui est le directeur général et le cofondateur de L-Site. L'intitulé de votre intervention, c'est que vous allez nous parler de projets qui se sont déroulés dans l'Autunois-Morvan concernant les développements de réseaux de chaleur. C'est à vous pour 8 minutes également. Merci. Très bien. Mon collègue ce matin vous a parlé de l'autoconsommation collective étendue avec les 6 entreprises d'Étang-sur-Arroux. Donc moi je vais vous parler du réseau de chaleur qu'on est en train de mettre en place sur des communes, donc sur 11 communes, surtout sur le Grand Autunois à Morvan. Bon, nous sommes une société d'investissement, nous ne sommes pas un établissement public ou une association. On a pour vocation d'investir dans des projets de production d'énergie et d'intervenir très en amont, c'est ce qu'on appelle l'amorçage des projets. C'est la partie la plus risquée d'un projet. Et généralement, les fonds d'investissement, même les collectivités, les banques, n'interviennent pas dans cette phase, qui est une phase risquée, puisque le projet peut ne pas aboutir, et auquel cas, ce que nous avons investi peut être perdu.
Quand on a été créé en 2016, la volonté, c'était de se dire, si on veut développer les énergies renouvelables d'une façon décentralisée, c'est-à-dire à l'échelle des territoires, il faut qu'on puisse créer des outils d'accompagnement financier et des outils de méthode. Parce que bon nombre d'agriculteurs, d'exploitants forestiers, d'entreprises, de collectivités abandonnent leurs projets du fait d'un manque de fonds propres, de moyens notamment, pour réaliser ces projets. Quand on veut déposer un permis de construire, il y a un certain nombre d'études à faire, on l'a évoqué pendant toute la journée. Ça peut représenter un budget de 80 à 100 000 euros pour certains projets, et le porteur du projet n'a pas forcément ces moyens-là pour développer. Et les collectivités, l'ADEME, etc., n'interviennent pas dans cette phase qui est considérée comme une phase réglementaire. C'est-à-dire que c'est une phase obligatoire. Pour déposer un permis de construire, il faut mener un certain nombre d'études. Mais par contre, tous ces partenaires interviennent dans le deuxième temps, quand il s'agit de réaliser le projet, de faire les investissements. C'est à ce moment-là que les banques peuvent prêter, il y a des aides en termes de subventions, etc. Donc nous, on s'est dit, on va se positionner sur cette phase-là. C'est-à-dire la phase où le porteur de projet a une idée de méthanisation, il a une idée de faire du solaire agricole ou du solaire au sol, il veut mettre en place une chaudière bois ou une cogénération pour sécher dans une série les bois de construction, etc. Donc c'est là qu'on intervient. Et dans ce cadre-là, c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan pour leur proposer un partenariat financier et technique pour faire émerger des projets à l'échelle de la communauté de communes. La communauté de communes venait de mettre en place son plan climat, énergie et air et énergie, et donc on arrivait à point. Et donc on a animé, avec les 55 communes qui composent la communauté de communes, un certain nombre de réunions qui ont fait émerger, en l'espace de 6-8 mois, 102 projets à l'échelle de toutes ces communes. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'énorme. Alors ça va de mettre du solaire sur la toiture de l'hôtel de ville, sur le parking de la salle des fêtes, un hangar agricole comme on l'évoquait, faire de la méthanisation, etc., etc. Et parmi ces projets, il y avait 11 communes qui souhaitaient changer leur chaudière fuel et leur chaudière gaz par du bois énergie. La solution, c'était soit du granulé bois dans chaque bâtiment communal, ou alors d'imaginer un réseau de chaleur qui alimenterait à la fois les bâtiments communaux, mais aussi les particuliers qui le souhaitaient. Donc on a élargi notre collaboration avec le syndicat d'électrification qui a vocation, comme vous dans la Nièvre, donc celui de Saône-et-Loire, à investir auprès des collectivités. On s'est associé avec le parc naturel régional parce qu'ils ont compétence à étudier l'opportunité des projets. Et donc on a élargi la convention dans un premier temps à ces 3 partenaires, et la communauté de communes et nous, et dans un deuxième temps aux 11 communes, afin de réaliser ces réseaux de chaleur. Et aujourd'hui, sur les 11, il y a 4 études de faisabilité qui sont faites. On peut s'attendre que d'ici la fin de l'année, on arrivera sur les 11. Et puis, il va se créer une société qui va permettre aux collectivités d'être dans la gouvernance de la gestion de ces investissements. Et avec le CIDEL, nous et la Banque des Territoires, d'être les partenaires financiers de l'opération, afin que les collectivités qui n'ont pas les moyens financiers de réaliser de ce type d'investissement, ce sont des communes de petite taille, puissent néanmoins pouvoir développer leur réseau de chaleur. Et on a saucissonné 3 compétences. On a saucissonné la compétence investissement des réseaux, c'est-à-dire les réseaux plus les postes, les sous-stations de raccordement par bâtiment. Ça, c'est de la compétence du syndicat d'électrification. Et la fourniture de chaleur, c'est-à-dire la chaudière, les plaquettes forestières, le bâtiment qui va accueillir la chaudière, etc., qui elle, va être de la compétence de la société que l'on va créer avec les collectivités, et qui, elle, fournira la chaleur pour le réseau. Et une 3e compétence, c'est la facturation, c'est-à-dire la régie, qui, elle, est de la compétence communale. Ce qui fait que la commune va facturer aux habitants la facture d'abonnement et de consommation de la chaleur,
eau chaude sanitaire, chaleur, chauffage, etc., sans avoir à porter les investissements, puisque c'est un tiers composé des différents du CIDEL, de nous et de la Banque du Territoire, avec les communes qui allons exploiter la régie. Alors ce modèle-là nous paraissait... 2 minutes. Ce modèle-là, on s'est inspiré d'un modèle un peu similaire qui existe dans le Puy-de-Dôme. Ça nous paraît être un modèle un peu vertueux, parce que ça permet aux collectivités d'utiliser des énergies renouvelables à la place du fioul, du gaz, etc. Et donc de pouvoir démultiplier après ce type de démarche. Alors c'est important parce qu'on évoquait tout à l'heure d'autres énergies nucléaires, etc. Nous, on n'intervient que sur des énergies décentralisées. Ce qui est important, c'est qu'à l'échelle de la commune, à l'échelle du quartier ou à l'échelle individuelle, investissez dans du solaire, dans des solutions biomasse, etc., afin de diminuer votre facture d'électricité, mais aussi votre autonomie d'électricité. Aujourd'hui, l'électricité à 150, 180, 200 euros le mégawatt, c'est insupportable pour chacun d'entre nous. Donc, il faut miser soit individuellement, soit collectivement à l'échelle de son quartier ou de sa commune, dans une démarche collective, pour arriver à avoir cette autonomie dont on a besoin. Voilà, merci de votre attention. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je passe la parole cette fois. Ah oui, d'accord. Alors, à ce moment-là, il nous faudrait réactiver le rétroprojecteur parce que je crois qu'il nous a laissé il y a quelques minutes. Merci. Hop, le temps de procéder à la conversion technique. Alors, Jean, vous êtes président fondateur de l'entreprise Kairos Énergie. Je laisserai peut-être, je vous laisserai présenter votre entreprise. Et l'intitulé de votre intervention, c'est un exemple de production d'hydrogène vert à partir de biomasse agricole. Et là aussi, je ménage le suspense. Je vous laisse dire quelle est la biomasse agricole en question. Bonjour à tous. Merci aux patients qui vont me supporter 8 minutes. Voilà. J'ai attendu un tout petit peu avant de prendre la parole, mais je vais essayer de pas trop la monopoliser. Alors, je me présente, donc Jean Foyer, j'ai un homologue célèbre, mais qui est décédé en 2007. Voilà. J'étais à Nevers en 6e, la veille de... J'ai habité 2 ans à Varennes, le petit village, le bourg de Varennes, avec peut-être Varennes-Vosel. Voilà, en 6e et en 5e. En 6e, c'était le jour de... Enfin, je me rappelle la veille du suicide de Pierre Bérégovoy. Je l'ai vu le soir, la veille au soir, et je lui ai dit « Monsieur, vous n'avez pas bonne mine ». Et il m'a répondu « Ça va aller ». Voilà, le lendemain matin, boum. Et je me suis toujours dit, la Nièvre, pour moi, c'est un acte manqué. Mon père était directeur d'hôpital, on est resté 2 ans. Alors j'ai beaucoup appris à faire du vélo et de la pêche, mais après je suis reparti dans le Nord, puis maintenant j'habite dans la Sarthe. Donc le projet que je vais vous présenter, si le vidéoprojecteur il s'allume, vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit. Donc c'est de la production de gaz. Tout à l'heure, on a entendu, depuis ce matin, on parle d'énergie renouvelable. Alors je ronge mon frein à chaque fois et je mords le siège. L'énergie renouvelable, c'est pas que l'électricité. Il y a d'autres choses que l'électricité. C'est 40% environ d'électricité, et le reste, c'est quoi? Voilà. Dans les énergies renouvelables, je veux dire. Voilà. Il y a le bois, bien sûr, mais il y a aussi le gaz. 100% du gaz que l'on consomme, plutôt 99,1%, n'est pas produit en France. Voilà. Les dernières exportations, ou plutôt de carbone, exportation de carbone, c'est-à-dire puits de forage, c'était les gaz dans le Nord, voilà. Le lac, exactement. Et avant, c'était... Pardon, excusez-moi, vous avez raison. Non, parce que... excusez-moi, j'ai été perturbé, mais j'ai droit à une assistance, et comme je pense tout le monde, très précise, et vous avez raison. J'ai été perturbé parce que ce matin, j'ai vu que les gaz du Grisou, donc là, le gaz de Grisou, c'est bien dans le Nord, à Béthune exactement, vont ressortir pour reproduire du gaz. Enfin, pour plutôt pas produire.
utiliser le carbone du sol pour nous chauffer. Pour moi, le carbone, c'est le point central de mon propos. Comment on utilise le carbone et en fait comment on utilise le soleil. Parce que le soleil, il y a les panneaux solaires, mais il y a aussi autre chose. Ça s'appelle la photosynthèse. Et c'est quand même la majorité du soleil, c'est la photosynthèse des plantes. Et donc, sur notamment une terre agricole, plus on fera de photosynthèse de plantes, plus on pourra valoriser le pouvoir du soleil. Voilà, normalement, ça devrait apparaître. Je l'ai vu bouger. Et donc, mon projet, en fait, se base sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est effectivement la production de gaz renouvelable. Donc, je vais produire du gaz par un truc qui s'appelle les gazogènes. Voilà, encore quelque chose qui était oublié, qui était très 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 européen. Il n'y a plus d'usine à gaz en France. Il n'y en a plus. Ça, je suis catégorique. La dernière, 76. Il n'y a plus d'usines à gaz en France qui produisent du gaz. Des usines à gaz qui produisent du gaz. Voilà, et donc notre objectif, c'est d'en remettre. Et comme je n'ai pas effectivement, la technique est un peu complexe. Donc 4 points. Effectivement, la production de gaz. Il y a moins d'1% du gaz qui est produit. Deuxième, c'est le monde agricole. Des revenus agricoles plus justes. Voilà. Plus de culture vivrière. Il faut qu'on nourrisse notre population avec notre alimentation, qu'on produise nous-mêmes notre alimentation. Et le stockage du carbone. Voilà. Comment est-ce qu'on stocke le carbone ? Le troisième point, c'est effectivement l'évolution des mobilités des énergies. Et le quatrième, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire de l'économie circulaire. Et plus d'économie circulaire dans l'industrie, dans l'agriculture et dans l'énergie. Et donc j'ai créé ce projet il y a 3 ans maintenant. Kéros, ça veut dire le bon moment. Voilà, c'est un mot grec qui veut dire le bon moment. C'est kairos en grec. Voilà. Chronos et kairos, les 2 mots grecs pour dire le temps. Donc le gaz, la production de gaz, en fait on a plusieurs manières de produire du gaz, pas de l'extraire, de le produire. La méthanisation bien sûr, la gazéification, qui est le deuxième moyen de production de gaz, qui est un des plus anciens aussi. Et puis ensuite il y a ce qu'on appelle le power to gas, c'est-à-dire prendre de l'électricité pour refaire du gaz avec du CO2 et de l'hydrogène. Alors, sachant que ce troisième moyen dépend clairement du prix du CO2 et du prix de l'hydrogène qui est produit par électricité, donc du prix de l'électricité. Et donc là, on peut arriver à des choses qui sont un petit peu aberrantes parce que c'est un petit peu le groupe électrogène qui charge etc. Je me concentre sur la biomasse. Donc la biomasse, la méthanisation, on vous en a un peu parlé. La pyrogazéification, c'est une autre technologie qui va beaucoup plus vite que la méthanisation, qui en fait c'est une fermentation lente. La gazéification c'est très rapide, on monte sur les différentes techniques entre 300 et 2300 degrés une matière organique, et donc on va craquer les atomes qui sont à l'intérieur. Donc ça veut dire que tout ce qui va rentrer va ressortir. Moi la biomasse que je vais utiliser pour aller vite, c'est le chanvre industriel. Le chanvre c'est encore une fois, comme les usines à gaz, une très vieille plante qui a été énormément utilisée. J'ai bien dit chanvre industriel, j'ai vu quelques moqueries directs quand j'ai parlé chanvre. Chanvre industriel, vous savez ce que c'est, monsieur ? Voilà. Le chanvre industriel, c'est une plante qui a fait l'or vert de beaucoup de départements et qui a permis à énormément d'agriculteurs en France, jusque dans les années 20, de pouvoir survivre. Parce qu'avec l'huile des graines, on pouvait se chauffer, on pouvait même faire rouler les voitures avec la fibre. On faisait du textile, du papier, énormément de choses. Et avec le bois du chanvre, qu'on appelle la chènevotte, on faisait de la biomasse. Voilà, on pouvait faire des briquettes de biomasse, du paillage et du béton aussi. Béton chaud, chanvre, eau. Voilà. Et donc moi, je vais utiliser cette chènevotte. Donc c'est-à-dire chaîne de valeur complète agricole, parce que les graines servent également c'est 70% de protéines par rapport au soja. Donc entre donner 30% de protéines de plus à un cochon ou à une volaille, avec du chanvre qui vient de chez nous, plutôt que de le donner avec du soja qui vient de très loin. Le chanvre, ça pousse sans pesticides, ça dépollue les eaux, etc. Il y a énormément d'avantages et ça stocke beaucoup de carbone, autant qu'un hectare de forêt. Donc il y a la graine, revenu principal de l'agriculteur. Ensuite la tige, donc là il y a 2 revenus. Le premier revenu c'est la fibre, pour notamment le papier et le textile.
Et puis ensuite, le 80% de la plante, de la masse de la plante, c'est la chaîne vote. C'est ce que moi je vais utiliser pour faire l'énergie. Voilà, 2 minutes, normalement c'est suffisant, le temps que la grêle termine. Et donc vous avez compris le principe de l'écosystème. Cette gazéification, en fait, c'est une boîte à outils. Parce qu'à partir du moment où on a fait du gaz, qu'on a produit du gaz, qu'est-ce qu'on va en faire ? Ce gaz, on va le mettre dans un brûleur pour faire de la chaleur. Voilà, on peut faire ça. On peut aussi, comme c'est un gaz qui vient de la photosynthèse d'une plante qui a été produite en 4 mois, c'est un gaz très pur, bien plus pur que tous les autres, puisque, enfin, c'est du bon sens paysan, hein. Ce qui pousse vite va être rapide à décomposer, ce qui pousse lentement va être plus complexe à décomposer. On va pouvoir le décomposer en 2 produits principaux, hydrogène et CO2. Le CO2, on va l'envoyer dans l'industrie, notamment agroalimentaire, qui a besoin de beaucoup de CO2. Je pense à tous les maraîchers qui sont sous serre, qui utilisent du CO2. Et là, il y a un vrai enjeu sur l'approvisionnement de ce CO2, parce que les groupes énergéticiens, notamment, jouent pas le jeu de l'agriculture. Et puis le deuxième, c'est soit de l'hydrogène, soit du méthane. Et la gazéification permet de produire un peu d'hydrogène et beaucoup de méthane pour stocker, pour pas que ça fasse boom tout de suite. Et, ou alors de produire beaucoup si on a besoin de beaucoup d'hydrogène. Ce qui sera le cas d'ici 10 ans. Aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de gaz. Il faut faire baisser le prix du gaz et on ne peut que le baisser en étant souverainiste. Et si on peut le faire en stockant du carbone, en aidant les agriculteurs, en améliorant la qualité de leur sol et en stockant du carbone, on ne va pas s'en priver. Donc voilà, donc moi on va expérimenter le premier démonstrateur dans la Sarthe, sur le territoire de la métropole du Mans. Hein, le président de cette métropole, c'est l'ancien ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui m'aide beaucoup dans le projet. Et ensuite, l'idée, c'est d'aller vraiment développer ce projet partout où il y a de l'agriculture, qui fait des céréales principalement. Alors le Morvan n'est pas une terre céréalière, mais la Nièvre un peu plus et la région Bourgogne-Franche-Comté encore plus, pour essayer de faire des écosystèmes de production. Donc le chanvre, c'est une tête d'assolement d'été, etc. Enfin culture de printemps, on pourrait dire, mais c'est pas culture de printemps, mais plutôt tête d'assolement qui se plante d'avril à août. Et pour chaque unité de production, donc ordre de grandeur 40 gigawattheures d'énergie produite, plus 40 gigawattheures de chaleur produite, donc réseau de chaleur plus gaz, il faut 10 000 tonnes, soit 1500 hectares par an. Voilà, une solution économie circulaire, plutôt industrielle, mais qui aide un grand nombre d'agriculteurs, une centaine d'exploitations. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Très bien, merci à vous. On peut en effet applaudir Monsieur Foyer. Merci pour vos 4 interventions. Il reste 10 petites minutes. Là aussi, séance de questions-réponses, même punition. 3 questions. Le micro va arriver. Il y a au moins 2 mains qui se lèvent. Ah, c'est bon. Ouais, allez-y. Oui, plutôt une remarque. Au moment du premier choc pétrolier, on disait en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Dans le Morvan, puisque c'est le Morvan finalement qui nous intéresse, on n'a pas de centrale atomique, mais on a de la forêt. Et la forêt représente à peu près 50% du territoire du Morvan. Une moitié résineux, une moitié feuillu. Le bois énergie est en fait un sous-produit utile et nécessaire de l'exploitation forestière. Lorsque l'on plante, lorsqu'on résine par exemple, on plante à peu près 1300 plants à l'hectare, parce qu'on veut que les arbres poussent vers le haut, soient en concurrence et soient attirés par la lumière. Et puis, au fur et à mesure de l'exploitation, on éclaircit et on arrive finalement à 10% d'arbres qui restent sur le sol. L'objectif, c'est effectivement de produire des arbres de qualité, mais c'est 90% de plants que l'on va éclaircir au bout de 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Il faut en faire quelque chose et tout naturellement,
le bois énergie est un sous-produit. C'est pas avec le bois énergie qu'on gagne de l'argent, mais c'est avec le bois énergie qu'on fait de la sylviculture. Si je prends 50% des feuillus, lorsque l'on coupe un chêne, par exemple, l'acheteur du chêne, ce qui l'intéresse, c'est le tronc, mais le houppier, ça ne l'intéresse pas. Et à nouveau, on ne peut pas laisser le houppier dans la forêt, et à nouveau, le houppier fabrique du bois énergie. Une fois que le bois est parti, que ce soit du feuillu ou du résineux, est parti à la scierie, on le transforme en première transformation en planche, et à nouveau, il y a 50% de déchets. Et 50% de déchets, ça s'appelle les connexes de scierie, et à nouveau, ça fait du bois énergie. Donc, le Morvan est une source considérable de bois énergie. Alors, on a vu, on nous a donné quelques exemples qui sont tout à fait intéressants, mais je pense qu'il faudrait systématiser l'utilisation du bois énergie à partir du Morvan. Très bien. Merci. Monsieur, vous voulez prendre la parole également là-bas? Oui, je voulais faire le lien avec la table ronde précédente. Parce que dans la table ronde précédente, il était posé une question à laquelle M. Grandidier en particulier n'a pas répondu. Et la question venait d'un de ses amis, puisque la personne n'est plus là maintenant. Et c'était de dire que se passera-t-il en cas d'inaction? Et je pense que le colloque qu'on a eu aujourd'hui montre qu'il y a plein de solutions, des vraies solutions, par rapport à un problème. Nous n'oublions jamais nos objectifs. Moi, je défends mes petits-enfants. Premier objectif, c'est d'avoir le climat. C'est l'action sur le climat. Deuxième objectif, c'est la biodiversité. Et troisième objectif, c'est le cadre de vie. Dans tout ce qui nous était présenté, hormis les parties industrielles des énergies dites renouvelables, parce qu'elles ne sont pas plus renouvelables, elles sont moins renouvelables que le bois énergie, en fait, ils ont focalisé sur le CO2 lié à l'électricité. Or, le CO2 qui nous gêne actuellement, ce n'est pas celui lié à l'électricité. La France est le pays qui a la production de CO2 la plus faible en Europe par rapport par kilowatt. Je ne parle pas de l'Allemagne qui, elle, est en train de crever les plafonds. On est à 340 et quelques grammes par kilowatt, c'est effarant. Donc le problème que l'on a, et j'ai bien aimé dans ce qui a été dit aujourd'hui, c'est qu'on focalise sur des choses qui sont autres que l'électricité. Parce que le problème, notamment dans le Morvan, c'est pas ça notre problème, même au niveau français. Le problème, c'est ce qui a été évoqué tout à fait au début, mais qu'on a complètement oublié après, c'est les transports, c'est l'habitat et la petite présentation des isolements et des isolations était intéressante. Donc je pense que quand on dit, et un colloque comme aujourd'hui montre qu'on n'est pas inactif parce qu'on dit non à des industriels qui s'en mettent plein les poches sur notre dos. On dit oui à des actions efficaces par rapport aux trois questions, le CO2 et le climat, la biodiversité et le cadre de vie. Et là, dans tout ce que l'on a, en dehors de ces deux cas, nous étions dans le bon ton. Donc ne disons pas que quand on rejette les ENR dites écologiques, elles sont d'abord intermittentes. Personne n'a parlé du fait que lorsqu'il n'y a pas de vent, lorsqu'il n'y a pas de soleil, on fait appel au gaz et au charbon pour l'Allemagne actuellement. Le gaz, c'est l'Ukraine. Vous savez très bien que l'une des causes d'augmentation du prix de l'électricité actuellement, l'une des causes, pas la seule, est la guerre d'Ukraine et le compteur de gaz qui a été coupé par M. Poutine en Allemagne. Donc il ne faut pas oublier ça. Donc je pense que l'inactivité, ce n'est pas de dire, quand on dit non à des ENR intermittentes, on n'est pas inactif. Au contraire, on est actif pour une vraie solution. Une vraie solution, oui. Oui, alors est-ce qu'il y a encore des questions ou des réflexions sur le sujet? Bon, à ce moment-là, je ne vais pas passer directement la parole à Jean. Vous vouliez parler? Merci Anthony. J'avais juste une réflexion à faire par rapport à ce que vous venez de dire. Le problème de l'énergie, c'est que
moi j'ai beaucoup aussi apprécié la présentation sur les ondes qui chauffent par le contact en surface. Parce que moins on va avoir de besoin de produire de la chaleur, plus on va améliorer en fait notre cadre de vie, puisqu'on aura moins d'argent à dépenser pour se chauffer ou pour se refroidir. Alors, je prêche aussi pour la paroisse du chanvre. Essayez de mettre du chanvre dans votre maison, vous allez voir la différence. C'est un matériel qui stocke 4 fois son volume d'eau, et donc qui la stocke en hiver et qui la relargue en été. Ça fait une maison climatisée, gratuite. Enfin, gratuite non, parce qu'on aura juste cultivé du chanvre et stocké du CO2 et dans nos murs. Mais les solutions intelligentes, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que bien sûr, le débat, à chaque fois, il s'est représenté aussi dans le cadre du débat du second tour de présidentielle. On a la question énergie renouvelable a été posée, la réponse a été éolien. Alors, l'énergie renouvelable, c'est pas l'éolien seulement, c'est aussi tout le reste. Et surtout, je pense que plus on va être local et complémentaire, je pense que la majeure partie des interventions qui ont été là aujourd'hui, on veut tous dire la même chose, il faut une multiplicité de solutions pour un problème local, bien sûr, local qui crée de la valeur en économie circulaire, qui rajoute de la valeur ajoutée sur un territoire, qui crée de l'emploi non délocalisable, etc. Tout ça, c'est clair. Il faut, dans tous les cas, apprendre à marcher. La méthanisation, par exemple. Aujourd'hui, si vous avez des sociétés comme de Microméta, même si c'est en République tchèque, mais qui peuvent être là aujourd'hui, c'est qu'elles avaient des Allemands qui les ont aidés et qui leur ont appris. Donc il faut apprendre à marcher dans tous les cas. Et après, il faut être assez fort et être souverainiste pour garder nos solutions. Mais les défis qui viennent dans la multiplication de petites solutions locales d'énergie renouvelable, c'est les mêmes qui avaient... mon grand-père, il avait un gazogène pour faire fonctionner son tracteur et il mettait du foin dedans et tout ce qu'il pouvait et ça marchait très bien. Et c'était pas l'ADEME qui lui a dit qu'il fallait ou qu'il fallait pas, c'était juste qu'il avait besoin d'avancer. Je conclurai juste sur un tout petit point par rapport à l'agriculture. Parce que là, on retourne aussi dans le Morvan en faisant ça. Quelle était la part dédiée à l'énergie dans une ferme il y a 100 ans des terres agricoles? 25% étaient dédiés à l'énergie de la ferme. De la ferme, donc c'est-à-dire en économie circulaire dans la ferme. C'était le cheval. Si le cheval n'avait pas le meilleur avoine et les meilleures terres pour brouter, le cheval mourait. Et donc il n'y avait plus d'énergie. Voilà. Et donc si on remet un peu de bon sens et un petit peu d'agriculture raisonnée dans nos exploitations, on va irriguer progressivement par capillarité notre territoire pour que la valeur de l'agriculteur, elle participe aussi. Lui, il ait plus d'argent, et puis 2, il participe à la vie de ses voisins. Très bien. Oui. Écoutez, monsieur Claude Mandil n'est pas là pour faire la conclusion et la synthèse de cette journée, mais je trouve que cette conclusion est remarquable, justement. Enfin, elle est remarquable, je n'ai pas de jugement à porter, mais elle conclut bien en tout cas le colloque et la journée d'aujourd'hui qui effectivement touche à sa fin au moment où l'orage éclate. Et donc, merci pour cette journée qui a été riche, passionnante, animée. Je pense que vous en avez retenu énormément. En tout cas, vous êtes resté jusqu'à la fin, donc ça veut dire qu'elle était d'intérêt pour vous. Merci donc d'être venu. Je me permets de remercier bien sûr les organisateurs de cette journée les organisateurs de l'Académie des Morvans, qu'on peut bien sûr applaudir chaleureusement, Monsieur Flouest, Monsieur Verlinde, Didier Verlinde, Monsieur Bossier également. Oui, il est là, Michel. Oui. Et également le parc naturel régional du Morvan qui nous a accueillis dans ses murs. Voilà, merci. On vous dit peut-être à l'année prochaine. Je ne sais pas, Monsieur Flouest, peut-être pas. Non, peut-être pas dès l'année prochaine. Mais déjà, on va avoir du travail avec Didier, puisque, comme vous le savez, on a enregistré en audio et en vidéo l'ensemble des discussions. Il est bien clair que la masse d'informations qui a été entendue, distribuée, partagée aujourd'hui, il faut s'en servir et la diffuser sur Internet, sur YouTube, etc. Parce que si c'est uniquement les gens qui étaient là, c'est pas assez. On a entendu des choses tellement importantes, tellement intéressantes, qu'il faut que ça soit diffusé, mais ça va nous demander un peu de travail de mise au propre des bandes son et des bandes vidéo.
mais on vous promet que vous pourrez les voir sur Internet. Et c'est encore notre cheville ouvrière, Didier Verlinde, qui est à la manette. C'est déjà lui qui crée le site. Donc si vous voulez savoir ce qui se passe sur l'Académie du Morvan, vous tapez académiedumorvan.org et vous verrez tout le travail qui est fait par Didier. Alors, merci. Une petite précision aussi, on remercie aussi Fréquence Morvan et Radio FDL qui nous ont permis donc d'enregistrer tout ça et qui vont nous aider au montage voilà. Et on remercie bien sûr tous les intervenants et en particulier l'animateur de cette journée qui nous a donc conduit pendant toute cette journée. Et qui est donc rédacteur en chef de la revue Environnement Magazine et qui peut-être va aussi relater un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà. Merci.